Il était une fois une famille qui vivait dans un appartement en ville, comme tant d'autres familles. La famille Darling avait 3 enfants, Jean, Michel et Wendy. Wendy racontait souvent à sa mère comment Peter Pan venait jouer de la flûte dans sa chambre. Et sa mère lui répondait que tout cela était le fruit de son imagination, mais elle était tout de même troublée de retrouver régulièrement des feuilles d'arbres dans la chambre. Wendy lui expliquait à chaque fois que c'était Peter Pan qui laissait tomber ses feuilles. Un soir, alors que leurs parents étaient sortis, les enfants étaient restés seuls à la maison. Quand ils se sentirent fatigués, ils allèrent tous se coucher. Peter Pan entra alors dans leur chambre en silence et commença à chercher les feuilles qu'il avait laissées là. À cet instant, Wendy se réveilla. Oh. Peter Pan, j'attendais que tu reviennes. Personne ne veut croire que tu existes vraiment. Wendy lui rendit les feuilles qu'elle avait gardées pour Peter. Elle aimait beaucoup Peter Pan. Elle recousit les feuilles qu'il avait perdues sur ses vêtements. Wendy, veux-tu que je te raconte une aventure extraordinaire? Je ne veux pas que tu me la racontes. Je voudrais la vivre par moi-même. À cet instant, l'amie de Peter, la petite fée Clochette, entra par la fenêtre. Te voilà, Peter. Je savais que je te retrouverais ici. Est-ce que tu t'apprêterais à partir à l'aventure sans moi, par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que je ne peux rien faire sans toi. Wendy alla réveiller ses frères. Les garçons furent tout étonnés de voir Peter Pan et Clochette dans la chambre. Alors, prêts à vous envoler? Clochette répandit sur eux de la poussière de fée et aussitôt, les 3 enfants se mirent à flotter dans les airs. Tous ensemble, ils sortirent par la fenêtre et s'envolèrent tout droit vers le pays imaginaire. Au bout d'un long voyage, ils arrivèrent à destination et furent émerveillés. Dans le pays imaginaire vivaient des sirènes, des animaux sauvages, des Indiens, des pirates et des enfants perdus. Mais au milieu de tout ce monde se trouvait aussi le redoutable capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter Pan. Un jour, alors qu'il se battait contre le capitaine, Peter lui avait coupé la main d'un coup d'épée. Et un énorme crocodile avait avalé la main du capitaine avec la montre qu'il portait au poignet. Depuis ce jour, le crocodile se déplaçait en permanence en faisant un bruit de tic-tac. Et chaque fois qu'il entendait ce bruit, le capitaine savait que c'était le crocodile qui approchait. Alors qu'il surveillait l'horizon avec sa longue vue, le capitaine Crochet aperçut Peter Pan et les enfants qui le regardaient depuis la colline. Il ordonna aussitôt à ses hommes de tirer des coups de canon. Peter Pan et les enfants avaient toutes les difficultés à éviter les tirs. Clochette, emmène les enfants à l'abri. Moi, je m'occupe de Crochet. Clochette était très jalouse de Wendy. Elle voulait l'éloigner de Peter Pan. Elle inventa une excuse pour laisser Wendy derrière la colline et mena Jean et Michel en lieu sûr sur la plage. Les enfants perdus qui vivaient sur l'île aperçurent Wendy de loin. Pensant qu'il s'agissait d'une ennemie, ils l'attaquèrent et la blessèrent. Pendant ce temps, Peter Pan se battait contre le capitaine Crochet. Mais en entendant le crocodile qui avait mangé sa main approcher, Crochet prit peur et s'enfuit. Oh! Tandis que Peter Pan retournait vers ses amis, il découvrit Wendy étendue sur les rochers. Il en fut bouleversé. Quand ils comprirent que la jeune fille qu'ils avaient blessée était une amie de Peter Pan, les enfants perdus furent désolés de ce qu'ils avaient fait. Je t'avais demandé de prendre soin des enfants. La fée Clochette aussi regrettait d'avoir mal agi. Pardonne-moi, Peter. Ça ne se reproduira pas, je te le promets. Les enfants perdus fabriquèrent une belle cabane pour Wendy et ses frères.
Le soir, ils restèrent tous ensemble à écouter Wendy leur raconter des histoires, puis s'endormirent sous les arbres, tandis que Peter Pan montait la garde devant leur campement. Un jour, alors qu'ils s'amusaient sur les rochers, Peter Pan et les garçons aperçurent des pirates qui s'approchaient. Les pirates avaient pris la fille du chef indien en otage. Peter et les garçons décidèrent aussitôt d'aller la délivrer. Ils se battirent de toute leur force contre les pirates. Finalement, ils délivrèrent la fille du chef et la ramenèrent à son père. À partir de ce jour, les Indiens Peter Pan et les enfants perdus devinrent les meilleurs amis du monde. Le chef indien envoya même 2 de ses meilleurs hommes pour protéger les enfants sous le commandement de Peter Pan. Bien sûr, le capitaine Crochet était furieux. Un jour, je finirai bien par t'avoir, Peter Pan. Et ce jour-là, tu ne pourras plus m'échapper. Un soir, Wendy se mit à parler de sa famille et Peter comprit que leur maison leur manquait beaucoup, à elle et à ses frères. Il leur dit qu'ils étaient libres de rentrer chez eux s'ils le souhaitaient, mais que lui voulait rester. Tandis qu'ils faisaient les préparatifs pour entamer leur long voyage, les enfants furent attaqués par les pirates. Les pirates avaient tendu un piège aux Indiens et les avaient capturés pour pouvoir s'emparer des garçons. Peter Pan, qui dormait chez lui, ne se doutait pas de ce qu'il se passait. Le capitaine Crochet vit qu'il était endormi, mais il ne réussit pas à ouvrir la porte de Peter Pan. Alors il répandit sous la porte de la cabane un poison qui plongea Peter dans un sommeil plus profond encore. Peter Pan resta endormi une journée entière. Quand il se réveilla enfin, Clochette entra chez lui. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé et ils s'envolèrent tous les deux pour aller sauver les garçons. En arrivant sur le rocher pour observer le repère des pirates, ils ne virent personne. Ils filèrent alors de l'autre côté de l'île et furent effarés de ce qu'ils virent. Wendy, Jean, Michel et les garçons perdus étaient tous ligotés à des poteaux et le capitaine Crochet tenait devant eux une torche enflammée. Prononcez vos dernières paroles. Wendy étant l'aînée, elle parla la première. Mes chers amis, mes dernières paroles seront celles que vos mères auraient sûrement prononcées. Si elles étaient ici avec vous, elles vous auraient dit de ne pas avoir peur et de garder courage pour affronter votre faim. N'ayez crainte, la bonté gagne toujours. Toujours. Les mots de Wendy fâchèrent encore davantage le capitaine Crochet. Il la fit conduire sur le bateau et ligoter au grand mât. Pendant ce temps, Peter Pan et Clochette se précipitèrent au secours des garçons. Au même moment, les Indiens et leur chef accoururent pour les aider. Peter Pan était ravi car tous ensemble, ils réussirent à délivrer les garçons. Mais il restait encore à secourir Wendy. Peter Pan et les enfants perdus se hissèrent à bord du bateau du capitaine Crochet où il ne restait que quelques pirates. Quand ils comprirent qu'ils étaient vaincus, les derniers pirates sautèrent du bateau pour s'enfuir. Inutile de chercher à t'enfuir, Crochet. Tu as perdu. Peter Pan et les enfants perdus s'avancèrent vers le capitaine Crochet, l'obligeant à reculer. Soudain, le vilain capitaine entendit le bruit qu'il redoutait le plus au monde. Il se retourna effrayé et vit le crocodile qui guettait le moment où il tomberait dans l'eau. À l'aide! Dans un élan, il courut vers l'autre côté du bateau, sauta dans l'eau et se mit à nager aussi vite qu'il le put. Peter Pan et les enfants perdus se mirent à rire. À partir de ce jour, le bateau de Crochet resta en possession des enfants perdus qui choisirent Peter Pan pour capitaine. L'équipage attend vos ordres, capitaine Peter. Hissez les voiles! Les enfants hissèrent les voiles
et le vent les gonfla de toutes ses forces. Clochette, fais-nous voler jusqu'à la maison des Darling. Les enfants sautèrent de joie. Wendy, Jean et Michel allaient enfin retrouver leurs parents qui leur avaient tellement manqué. Clochette répandit sa poussière de fée sur le bateau qui s'éleva aussitôt dans les airs et commença à voler dans le ciel. Wendy avait hâte de rentrer chez elle et de raconter tout à ses parents sur Peter Pan, Clochette et le pays imaginaire. À partir de ce jour, le pays imaginaire fut comme sa seconde maison et Peter Pan resta son meilleur ami. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait seule avec son fils. Jack était un garçon très paresseux qui ne faisait rien de ses journées. C'est pourquoi ils avaient très peu d'argent. Maman, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? J'ai faim. Chaque jour qui passait, ils devenaient de plus en plus pauvres. Jusqu'au jour où ils durent se résoudre à se séparer de leurs vaches, qu'ils ne parvenaient même plus à nourrir. La mère de Jack demanda à son fils d'emmener la vache au marché et de la vendre pour le meilleur prix qu'il pourrait obtenir. Avec l'argent, il pourrait peut-être s'acheter quelque chose à manger. Tandis qu'il se rendait au marché, Jack rencontra en chemin un vieil homme qui avait une drôle d'allure. Le vieil homme examina la vache, puis se redressa vers Jack et lui dit « Mon garçon, si tu acceptes de me donner ta vache, je t'offrirai en retour quelque chose de très grande valeur. » Jack était ravi d'entendre ces paroles. Le vieil homme sortit de sa poche 5 haricots. « Quoi? Des haricots? Mais ce sont des haricots magiques !» Bien sûr, Jack avait du mal à le croire. Mais le vieil homme insista. « Allons, mon garçon, tu m'as l'air d'être un jeune homme intelligent et plein de bon sens. Accepte ces haricots magiques. Tu ne le regretteras pas. » Jack finit par faire confiance au vieillard et lui donna sa vache en échange des haricots magiques. Ravi du marché qu'il avait fait, il rentra chez lui en courant. « Maman, regarde ce que je rapporte !» En voyant Jack accourir d'un air si satisfait, sa mère pensa qu'il avait vendu la vache pour une grosse somme d'argent. Mais quand son fils lui montra les haricots magiques, la femme se mit en colère. Elle jeta les haricots dans le jardin et envoya Jack dans sa chambre. « Reste dans ta chambre jusqu'à ce que je te dise d'en sortir. Et ce soir, pas de dîner. » Le lendemain matin, quand Jack regarda par la fenêtre en se levant, il n'en crut pas ses yeux. Juste devant sa fenêtre, une immense tige poussait à toute vitesse. Ce n'était ni un arbre, ni une fleur géante, c'était une immense tige de haricots magiques. De sa fenêtre, Jack sauta sur la tige de haricots. Grimpant sur les feuilles comme sur les barreaux d'une échelle, il commença à escalader la tige géante. Au bout d'un moment, il arriva dans un étrange endroit où tout était plus grand qu'à l'ordinaire. Il emprunta un chemin bordé de fleurs qui menait à une immense maison. Arrivé devant la maison, Jack frappa à la porte. Une gigantesque femme vint lui ouvrir. Bonjour, vous n'auriez pas un petit quelque chose à manger? J'ai de la nourriture, mais tu dois filer avant que mon mari rentre. Parce qu'il adore dévorer les jeunes garçons dans ton genre. Bien sûr, Jack était un peu effrayé, mais il avait tellement faim qu'il entra. Au moment où il allait s'asseoir à table pour manger, il entendit une grosse voix retentir à l'extérieur de la maison.
Tiens, 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 ça sent bon la chair fraîche dans le coin. On dirait qu'un enfant est entré dans ma maison. Je vais me faire un bon gueuleton. La femme cria vite à Jack. Cache-toi dans le four. Cours! Jack sauta dans le four pour se cacher. Le géant entra dans la cuisine et se mit à renifler l'air. Ça sent la chair d'enfant. Mais de quoi tu parles? C'est sûrement l'odeur de la viande que j'ai donnée au chat hier. Quand il eut fini de dîner, le géant commença à compter son or. Mais au bout d'un moment, fatigué de compter sa fortune, il s'endormit sur sa chaise. Jack en profita pour sortir du four et attrapa un sac d'or. Il jeta le sac au pied de la tige de haricots magique, puis entreprit de redescendre. Arrivé au pied de la tige, il ramassa le sac d'or qu'il avait jeté et rentra vite chez lui. Quand la mère de Jack vit tout cet or, elle ne put retenir sa joie. Ils allaient enfin pouvoir vivre normalement et manger à leur faim. Mais au bout de quelques mois, tout l'argent fut dépensé et ils se retrouvèrent à nouveau sans rien. Jack n'avait pas le choix. Il remonta sur la tige de haricots magiques et retourna dans la maison des géants. Mais cette fois, la femme du géant se montra un peu méfiante. La dernière fois que tu es venu, nous avons perdu un sac d'or. Mais elle avait pitié du jeune garçon et le laissa entrer. Le géant ne tarda pas à rentrer chez lui. Tiens, 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 ça sent bon la chair fraîche dans le coin. On dirait qu'un enfant est entré dans ma maison. Je vais me faire un bon gueuleton. Quand il entendit la voix du géant, Jack courut à nouveau se cacher dans le four. Après son dîner, le géant demanda à son épouse de lui amener sa poule. La femme amena l'animal et le géant ordonna à la poule de pondre un œuf. Jack n'en croyait pas ses yeux. La poule pondit un œuf tout en or. Quand le géant se retira pour aller se coucher, Jack sortit du four, s'empara de la poule et redescendit la tige de haricots. Grâce à la poule aux œufs d'or, Jack et sa mère devinrent à nouveau riches. Mais au bout de quelque temps, Jack décida de tenter une nouvelle fois sa chance et grimpa une fois encore le long de la tige de haricots. Cette fois, il entra dans la maison sans se faire voir de la femme du géant et alla se cacher dans une grosse marmite en cuivre. Quelques instants plus tard, le géant rentra chez lui. Tiens, 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 tiens. Ça sent bon la chair fraîche dans le coin. On dirait qu'un enfant est entré dans ma maison. Je vais me faire un bon gueuleton. Cette fois, la femme du géant était bien décidée à attraper Jack. S'il y a un enfant par ici, il est sûrement caché dans le four. Bien sûr, Jack ne s'était pas caché au même endroit cette fois-ci. Le géant et sa femme étaient bien décidés à trouver le garçon. Mais ils eurent beau fouiller dans toute la maison, ils ne réussirent pas à le trouver. Après le dîner, le géant posa une harpe d'or sur la table et lui ordonna de jouer. La harpe enchantée se mit à jouer une berceuse et le géant s'endormit. À cet instant, Jack se dit qu'il voulait cette harpe plus que tout au monde. Pour s'emparer de l'instrument, il grimpa sur les genoux du géant endormi, sauta sur la table et se saisit de la harpe. Mais il se passa alors une chose inattendue. À l'aide!
la harpe se mit à crier. Jack sauta de la table avec la harpe sur le dos. Mais le géant, réveillé par le cri, courut après lui. Jack se laissa glisser le long de la tige de haricot aussi vite qu'il put. Mais le géant continuait de le suivre. Arrivé presque en bas, il appela sa mère. « Maman, vite, prends la hache !» Ensemble, ils commencèrent à frapper la tige avec leur hache de toute leur force. Finalement, ils réussirent à la couper et la tige de haricot magique s'abattit dans un grand fracas. Et le géant avec. Ils étaient sauvés. Merci, maman, nous sommes sauvés. Ils étaient hors de danger, mais Jack regrettait tout ce qu'il avait fait. Son avidité avait bien failli lui coûter la vie. Il promit à sa mère de ne plus jamais rien voler à personne et de travailler dur. À partir de ce jour, Jack et sa mère ne furent plus jamais pauvres. Bien sûr, la poule qui pondait des œufs en or les aidait beaucoup, mais surtout, Jack tint sa promesse et ne cessa jamais de travailler. Il y a fort longtemps, dans une petite ville, vivait un vieux fabricant de jouets qui s'appelait Geppetto. Il vendait les jouets en bois qu'il fabriquait lui-même pour gagner sa vie. La seule chose que le vieil homme regrettait dans sa vie, c'était de ne pas avoir d'enfant. Un jour qu'il se promenait dans les bois, il trouva la bûche parfaite pour fabriquer son nouveau jouet. C'est exactement la bûche que je cherchais. Je vais faire une magnifique marionnette avec ça. Geppetto prit la bûche sur son épaule et l'emporta dans son atelier. Il posa la bûche sur sa table et commença à la sculpter. Mais soudain, il se passa une chose incroyable. Il entendit une voix sortir de la bûche. Geppetto fut d'abord très étonné, mais il se dit ensuite qu'il devait s'être trompé. Il continua à sculpter, mais il entendit la voix une seconde fois. Je dois vraiment commencer à me faire vieux. Voilà que je me mets à entendre des voix. Geppetto continua son travail. Il fit d'abord apparaître la tête de la marionnette, puis ses bras, et enfin ses jambes. Quand Geppetto eut fini la marionnette, il l'installa sur une chaise et commença à arranger. À cet instant, il entendit à nouveau la voix. « Bonjour !» Geppetto regarda autour de lui, étonné, mais il ne vit personne d'autre que la marionnette en bois. Il reprit donc son travail. Après un court instant, la marionnette sauta de la chaise et se mit à danser dans la pièce. En voyant cela, Geppetto eut bien du mal à ne pas s'évanouir. Ben ça alors, cette marionnette est vivante. Bien sûr, ce n'était pas un vrai petit garçon, mais il riait, parlait et dansait comme s'il en était un. Geppetto prit la marionnette dans ses bras. À partir de maintenant, tu t'appelleras Pinocchio, mon garçon. Geppetto et Pinocchio commencèrent ensemble une vie heureuse. Puis le moment arriva pour Pinocchio d'aller à l'école. Geppetto n'avait pas assez d'argent pour acheter à Pinocchio ses fournitures scolaires. Alors il vendit son manteau et donna l'argent à Pinocchio. Pinocchio prit l'argent et se mit joyeusement en route pour l'école. Il contemplait les boutiques, les gens et les marchés qu'il croisait en chemin. Soudain, il vit un attroupement devant lui. Pour aller voir ce qu'il se passait, il se fraya un chemin au milieu de la foule. Il était si petit qu'il avait du mal à passer au milieu de tous ces gens. Arrivé devant, il vit une grande tente colorée. C'était une tente de cirque. Le clown qui était devant la tente interpellait les passants.
Pinocchio était curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le clown lui barra la route. Tu ne peux pas entrer sans payer. Pinocchio réfléchit un instant, puis se rappela que Geppetto lui avait donné de l'argent pour l'école. Justement, j'ai de l'argent. Il sortit l'argent de sa poche et le donna au clown. À l'intérieur de la tente, le spectacle était très amusant. Des marionnettes jouaient ensemble sur une scène. Hey, ils sont en bois, comme moi. Montant sur la scène, Pinocchio se mit à danser avec les autres marionnettes. Mais les spectateurs étaient très fâchés contre lui. Le propriétaire du cirque qui tenait les ficelles des marionnettes au-dessus de la scène, lui, était ravi de voir une marionnette vivante. Une marionnette qui se déplace sans ficelle devrait me rapporter un bon paquet d'argent. Se dit-il. Dès que le spectacle fut terminé, il captura Pinocchio et l'enferma dans une cage. Pinocchio regrettait beaucoup de ne pas avoir écouté Geppetto et de ne pas être allé directement à l'école. Il se mit à pleurer. Voyant à quel point Pinocchio regrettait ce qu'il avait fait, une bonne fée apparut devant lui. « Tu aurais mieux fait d'écouter ton papa, mais je vois que tu as compris ton erreur maintenant. C'est pourquoi je suis venue pour te sauver, mais tu ne dois plus jamais recommencer. » Tout content, Pinocchio essuya ses larmes. « Mais je n'ai plus d'argent maintenant. Comment je vais pouvoir aller à l'école ?» La bonne fée lança un sort et l'argent réapparut dans la main de Pinocchio. « Cette fois, ne gaspille pas cet argent et va tout droit à l'école. » La bonne fée fit sortir Pinocchio du cirque. Pinocchio reprit le chemin de l'école en chantant gaiement. La 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 la. Entendant Pinocchio chanter si joyeusement, le rusé renard et son ami le chat accoururent pour lui barrer la route. Ils firent un plan pour lui prendre son argent. « Où vas-tu comme ça d'un air si joyeux, mon garçon ? » « Je vais acheter des fournitures scolaires pour aller à l'école. » « Tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter ce qu'il faut. Si tu suis bien nos conseils, tu gagneras beaucoup plus. » « Quel conseil ?»« Si tu nous confies ton argent, nous irons le planter dans le champ magique pour faire pousser un arbre à argent. Tu n'auras plus qu'à venir cueillir l'argent chaque fois que tu en auras besoin. » Le naïf Pinocchio crut tout ce que le renard lui disait et lui donna son argent. Le vilain renard et le chat s'enfuirent avec l'argent. Pinocchio resta tout seul et la bonne fée réapparut devant lui. « Pourquoi tu n'es toujours pas à l'école? Tu as acheté les fournitures scolaires avec l'argent que je t'ai donné ?» À vrai dire, la fée savait parfaitement que Pinocchio avait donné son argent au renard. Elle le mit en garde. « Surtout, ne me mens pas, ou bien tu seras puni. » Pinocchio n'écouta pas la fée et lui dit un mensonge. « Oh, j'ai acheté les fournitures, mais je les ai laissées à l'école. » À peine Pinocchio eut-il fini sa phrase que son nez se mit à grandir. « Tu me dis la vérité, tu es sûr ?» Plus Pinocchio s'entêtait à mentir, plus son nez grandissait. À la fin, il ne pouvait même plus bouger la tête. « Oh, ça alors? Mais qu'est-ce qui m'arrive tout à coup ?» Finalement, il comprit son erreur et raconta à la fée tout ce qui s'était passé. Voyant que Pinocchio était revenu dans le bon chemin, la fée redonna à son nez sa taille normale. « Je te pardonne encore une fois parce que tu m'as dit la vérité. » Avec un nouveau sort, elle lui rendit l'argent que le renard lui avait pris. Et une fois de plus, elle lui dit bien de ne pas gaspiller cet argent. Son argent dans la main, Pinocchio reprit sa route en chantant. Mais cette fois, il dut affronter une autre sorte de danger. Le propriétaire du cirque qui l'avait capturé se tenait juste devant lui. Il était très en colère que Pinocchio se soit échappé
et il était bien décidé à le punir. Il attrapa Pinocchio et le jeta dans la mer. Quand Pinocchio tomba dans l'eau, il ne coula pas. Il flotta simplement à la surface parce qu'il était fait de bois. Pinocchio aima beaucoup cette sensation et commença à nager en remuant ses bras et ses jambes. Il nagea ainsi pour rejoindre la rive et c'est alors que tout arriva. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Pinocchio se retrouva soudain dans un endroit sombre. Il regarda partout autour de lui, mais ne vit aucun moyen de sortir. En fait, Pinocchio venait de se faire avaler par une baleine géante et il était à présent assis au beau milieu de son estomac. Pendant ce temps, Geppetto, inquiet, partit à la recherche de Pinocchio. Pinocchio! Pinocchio! Arrivé sur le quai où Pinocchio avait été jeté dans la mer, il demanda à tous les pêcheurs s'ils avaient vu son fils. Un des pêcheurs se rappelait avoir vu le garçon et il raconta à Geppetto comment il était tombé dans l'eau. Geppetto demanda au pêcheur de l'aider. Sachant que Geppetto était un brave homme, le pêcheur accepta bien volontiers de l'aider. Il lui prêta un petit bateau pour aller sauver Pinocchio. Geppetto monta dans le bateau et se mit à naviguer. Quelques instants plus tard, une tempête éclata. Le petit bateau ne résista pas aux énormes vagues qui se soulevaient et il chavira. Geppetto se retrouva seul au beau milieu de la mer. Geppetto était âgé et il ne savait pas nager. Le pauvre homme se mit rapidement à couler. À cet instant, la baleine géante qui avait avalé Pinocchio avala également Geppetto. Le vieil homme glissa le long de sa gorge jusque dans son estomac. Là, il entendit la voix d'un enfant. Bien sûr, il reconnut la voix immédiatement. Pinocchio, mon garçon, enfin, je t'ai retrouvé. J'étais tellement inquiet, si tu savais. En entendant la voix de son papa, Pinocchio, en larmes, serra très fort Geppetto dans ses bras. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir écouté, papa. Je te demande pardon. Maintenant, je t'obéirai toujours. Voyant que cette fois, Pinocchio était sincèrement désolé, la bonne fée décida de le sauver. Elle fit sortir Pinocchio et Geppetto du ventre de la baleine et les ramena sur la rive. À partir de ce jour, Pinocchio devint un garçon sage et avisé qui écoutait toujours son père. Il allait à l'école tous les jours et quand il sortait, il rentrait vite à la maison pour aider son père dans son atelier. Voyant quel gentil garçon il était devenu, la bonne fée décida de récompenser Pinocchio. Une nuit, alors que Pinocchio était endormi, elle s'approcha de son lit et déposa un sort sur lui. Le matin, Pinocchio se réveilla et s'apprêta, comme tous les jours, à partir à l'école. Mais quand il descendit de son lit, il se rendit compte que quelque chose avait changé. Il regarda d'abord ses mains, puis son corps. Il n'en revenait pas. Il n'était plus fait de bois comme auparavant. Il était devenu un vrai petit garçon. Il sauta de joie et courut voir son père. « Papa! Papa! Regarde-moi » Quand Geppetto vit que Pinocchio était un vrai petit garçon, il fut tellement heureux. « Mon fils, mon vœu est exaucé, tu es un vrai garçon !» Le père et le fils se prirent dans les bras avec des larmes de joie. Pinocchio ne mentit plus jamais et son petit nez resta toujours comme il était. Le livre de la jungle. Il était une fois un père loup qui allait à la chasse au cœur de la forêt pour nourrir sa famille. Arrivé dans les bois, il entendit un bruit. Il regarda autour de lui et aperçut un petit bébé tout seul au milieu des buissons. « Mais c'est un petit homme », se dit le loup étonné. Et il prit le bébé délicatement pour le ramener chez lui.
Shere Khan le tigre, qui l'observait de loin, était très contrarié. C'était lui qui avait volé le petit bébé aux humains. La mère louve et ses petits furent enchantés par l'arrivée du bébé. « Bienvenue. À partir de maintenant, nous t'appellerons Mowgli, » dit la mère louve. Et Mowgli grandit dans la jungle, au milieu de sa nouvelle famille loup. La mère louve s'occupait de lui comme de ses propres petits. En peu de temps, Mowgli devint l'ami de tous les animaux. Il s'amusait et jouait dans les arbres avec eux. De cette façon, il apprenait à connaître la jungle. Mais dans le même temps, Shere Khan le tigre continuait de surveiller Mowgli de loin et attendait une occasion de s'emparer de lui. Un jour, le sage loup Akela, l'ours Balou et la panthère Bagheera se réunirent pour parler de l'avenir de Mowgli. Les petits d'hommes sont très intelligents. Élevons-le comme un vrai garçon de la jungle. Balou et Bagheera, vous le protégerez et vous lui enseignerez les règles de la jungle. Leur dit Akela. Les années passèrent bien vite. L'ours Balou s'occupait bien de son nouvel élève. Il lui apprenait à grimper dans les arbres pour trouver du miel et des noix. Mowgli écoutait attentivement les leçons de Balou. Chaque jour, il grimpait un peu plus haut et apprenait à se nourrir par lui-même. Balou lui apprit aussi à comprendre les bruits de la jungle. Il était fier de son élève. Mowgli courait de plus en plus vite et nageait de mieux en mieux. Bagheera lui apprit à reconnaître les pièges que les humains tendaient aux animaux et à les éviter. Un jour, un jeune loup tomba dans l'un de ces pièges. Shere Khan le tigre voulut en profiter pour faire de lui son déjeuner. Mais se précipitant avant lui, Mowgli délivra le louveteau. Shere Khan avait encore perdu. Balou apprit aussi à Mowgli les mots magiques qu'il pouvait prononcer quand il était en danger dans la jungle. En peu de temps, Mowgli savait ces mots par cœur. Aucun animal de la jungle ne faisait jamais de mal à Mowgli. Comprenant qu'il ne parviendrait jamais à attraper Mowgli seul, Shere Khan alla trouver les singes, les animaux les plus dangereux de la jungle. Et il leur parla de Mowgli. Si Mowgli pouvait nous enseigner toutes les choses qu'il sait, nous serions à coup sûr les animaux les plus sages de la jungle. Un jour, alors que Mowgli se construisait un abri pour se protéger de l'orage, les singes l'observaient en cachette. Ils décidèrent de le kidnapper à la première occasion. Au coucher du soleil, 2 singes enlevèrent Mowgli et le conduisirent en haut d'une colline, là où la jungle était la plus dense. Le garçon se retrouva prisonnier au beau milieu d'une bande de singes. Quand Mowgli réalisa qu'il avait été kidnappé par les singes, il se mit à réfléchir. Il fallait qu'il trouve un moyen de prévenir Balou et Bagheera. Soudain, il aperçut Chil le vautour, qui volait dans le ciel au-dessus de lui. Il se rappela les mots magiques que Balou lui avait enseignés. « Nous sommes le même sang, toi et moi. » En entendant ces mots, Chil le vautour comprit aussitôt que Mowgli était des leurs et qu'il était en danger. « Je suis le jeune Mowgli. Peux-tu avertir Balou et Bagheera que j'ai été enlevé ?»« Bien sûr !» répondit Chil. Et il s'envola pour aller transmettre le message aux amis de Mowgli. Les singes conduisirent Mowgli dans leur repère, la cité des singes. C'était un endroit perdu au milieu de la jungle profonde que les humains avaient abandonné depuis des années. Même si Mowgli avait essayé de s'échapper, les singes étaient si nombreux qu'ils l'auraient rattrapé. Apprenant l'enlèvement de Mowgli, Balou et Bagheera demandèrent à Kaa, le serpent géant, de les aider à le sauver. Ils se rendirent tous les 3 à la cité des singes et se cachèrent derrière une statue géante.
Depuis leur cachette, ils pouvaient voir Mowgli entouré de centaines de singes. Ils attendirent le moment idéal pour le sortir de là. Quand l'occasion se présenta, Kaa leur dit « Ça y est, c'est le moment, allons-y !» Bagheera s'avança en silence pour prendre les singes par surprise. Puis, de ses puissantes griffes, il attaqua les singes qui retenaient Mowgli. Les singes coururent en tous sens, en poussant des cris effrayés, et appelèrent les autres à l'aide. Soudain, Bagheera se retrouva cerné par des dizaines de singes. Pendant ce temps, d'autres allèrent enfermer Mowgli dans une petite pièce. Mowgli entendait Bagheera se battre contre les singes. Il se rappela avoir vu une réserve d'eau dans les ruines de la cité. Et il savait que les singes avaient peur de l'eau. « Bagheera, cours et plonge dans l'eau !» Bagheera courut droit vers l'eau et plongea. Baloo, à son tour, se fit attaquer par les singes. Ils commencèrent à se battre et Baloo brandissait ses griffes pour se protéger. Il se battait de son mieux, mais les singes étaient si nombreux qu'il lui était impossible de les vaincre seul. Coincé au milieu de l'eau, Bagheera assistait à la scène sans pouvoir aider son ami. Tandis que Baloo luttait de son mieux contre les singes, Kaa surgit soudain. Il se mit à les frapper de son énorme queue. Les singes s'enfuirent, effrayés. Les singes avaient toujours eu peur de Kaa. Aucun d'entre eux n'était capable de l'affronter. Les singes coururent se réfugier dans les branches des arbres et Baloo fut enfin délivré. Et quand Kaa ouvrit sa bouche et commença à souffler, les derniers singes furent instantanément pétrifiés. Leurs voix cessèrent d'un coup, et le silence régna à nouveau. Profitant de l'occasion, Bagheera bondit hors de l'eau. Mowgli appela au secours depuis la pièce où il était enfermé. « Les amis, je suis là, enfermé dans la vieille tour !» Kaa lança sa puissante queue et brisa le mur de la tour. Enfin délivré, Mowgli s'élança vers eux. Baloo le serra affectueusement dans ses bras. « Ça va, Mowgli ?» ?»« Oui, ça va. Mais j'ai très faim et je suis fatiguée. Vous avez tous risqué votre vie pour venir me sauver. Merci à tous du fond du cœur. » Mowgli était heureux de voir que Kaa était à ses côtés. « C'est aussi à toi que je dois la vie, Kaa. Merci beaucoup. » Mowgli, Baloo et Bagheera dirent au revoir à Kaa et rentrèrent chez eux. Shere Khan le tigre comprit alors qu'il ne pourrait jamais s'en prendre à un garçon qui avait de si bons amis. Il s'en alla très loin dans la jungle profonde et ne revint plus jamais. Les années passèrent et Mowgli était devenu un véritable jeune homme. Un jour, il passa tout près du village où vivaient les hommes. Il croisa une femme qui le reconnut immédiatement. Elle comprit que c'était son fils qui avait été enlevé par un tigre des années auparavant. Elle déposa dans les bras de Mowgli le petit garçon qui était avec elle. Mowgli fut stupéfait de voir cet enfant qui ressemblait tant à celui qu'il avait lui-même été. Alors il comprit que cet enfant était son petit frère et que cette femme était sa mère. Un peu à l'écart, Baloo, Bagheera et Kaa assistaient à la scène. « Désormais, tu vas rester auprès des tiens. » Et si tu as besoin de nous, tu n'as qu'à prononcer les fameux mots magiques. Sss. Tu restes notre frère. N'oublie pas que nous t'aimons. Au revoir, mon cher Mowgli. Les trois amis firent leurs adieux à Mowgli. Mowgli vécut heureux pour toujours auprès de sa famille. Mais il n'oublia jamais ceux qui l'avaient élevé, sa famille de la jungle.